Voilà, ça a été... Alors celle-là, je l'ai reçue, donc elle a été exécutée le jeudi soir. Moi, je l'ai reçue le samedi matin. Tu vas probablement recevoir cette lettre le jour de mon exécution. Ou peut-être même, suis-je déjà mort quand tu la reçois. Ça va aller. S'il te plaît, vis ta vie dans la joie, dans l'amour, avec de l'amour dans ton cœur et dans tes actions envers les autres. Et propage la paix. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour moi, car je vais te regarder. Et si tu ne le fais pas, tu recevras une fessée d'un fantôme. Avec un petit smiley. Cette lettre a été écrite par Michael Perry, exécuté au Texas le 1er juillet 2010. Ah non, mais ça, c'est autre chose. Stéphanie a 37 ans, divorcée depuis plus de 2 ans, elle vit seule dans le Jura. Comme elle, d'autres femmes dans le monde entretiennent une correspondance avec des détenus américains du couloir de la mort. Amitié, confidence, amour et même mariage, nous avons rencontré 3 femmes qui ont choisi de soutenir ces condamnés sans espoir de les approcher un jour, sauf à travers une vitre. Ça, c'est les photos. Entre la Française et Michael Perry, une grande amitié est née. Toutes les photos que j'ai pu récupérer, donc en fait de sa naissance, quand il est enfant, adolescent. Voilà. Toujours le grand sourire. Donc ça, c'était pris pendant une visite dans le couloir. Le jeune homme a passé 8 ans dans le couloir de la mort pour un triple meurtre qu'il a toujours nié. Et ça, c'était le jour de son exécution. Donc... Il avait 28 ans. Perdre Michael, c'était comme perdre quelqu'un de ma famille. Donc voilà, j'ai un petit album spécialement pour lui. Pas oublier son visage, pas oublier son sourire surtout. Parce que... Il vous manque ? Ouais, ouais. Stéphanie pleure un homme qu'elle n'a pourtant jamais croisé. Je suis désolée, hein. 3 mois à s'écrire, sans jamais se voir. Ça, c'est la question qui tue, quoi. Il y a 2 ans, un reportage sur la peine de mort au Texas bouleverse Stéphanie. En cherchant des informations sur Internet, elle découvre le site du comité de soutien de Michael Perry. Il ne lui reste alors que 3 mois à vivre. Et puis après, il y a eu la toute dernière... Stéphanie n'a jamais été au Texas. Elle décide de lui écrire. Déjà, dès la 3e lettre, il m'appelle déjà son ami. J'ai senti vraiment beaucoup d'affinité entre nous dans la façon de voir les choses, la façon de s'exprimer, sur les opinions qu'on avait et tout ça. Et puis, j'ai aussi vu que c'était quelqu'un aussi de très émotif, tout comme moi. Et ça m'a vraiment donné envie encore plus de lui écrire et de continuer, quoi. Ça, on était déjà au mois de juin. Très vite, les lettres deviennent quotidiennes et de plus en plus intimes. À cette époque, Stéphanie est en pleine séparation. Ses amis sont loin du Jura. Dans ses échanges avec Michael, elle se livre sans retenue. 4, 5. Donc il me dit « Chère baby girl, bien, alors aujourd'hui j'ai reçu 5 lettres et 4 étaient de toi. Lol. » Du fond de sa cellule, Michael, condamné à mort, devient un confident. En lui disant, il m'a écrit une fois quelque chose de très court, mais pour moi qui a été très fort, qui m'a dit ne te fais pas de soucis, baby girl, on s'en sortira ensemble. Baby girl. Baby girl, oui, c'était il m'appelait baby girl et je l'appelais baby boy. Et ça a été pour moi quelque chose de très fort, c'était le mot ensemble. 1 an après l'exécution de Michael, Stéphanie poursuit cette expérience avec un autre condamné à mort. Ça, c'est Jeff. Jeff Wood est dans le couloir de la mort depuis 16 ans pour complicité de meurtre. Ça peut paraître genre j'adore me torturer ou ce genre de choses, mais non, j'avais besoin, j'ai arrêté de correspondre. Enfin, il m'a fallu 1 an en fait, après l'exécution de Michael pour avoir la force de reprendre une correspondance. J'ai ressenti en fait comme un manque, j'avais besoin d'être là pour quelqu'un en fait. Et je me suis dit, ben, on va essayer d'en sauver, c'est un grand mot, mais au moins d'être là pour un autre, quoi. Commerciale dans une entreprise industrielle, Stéphanie a pris une semaine de vacances. Le lendemain, elle s'envole pour le Texas, pour la première fois. Un pèlerinage sur les traces de Michael, celui qu'elle considérait comme son âme sœur, et une rencontre avec Jeff, son nouvel ami. 10h, Houston.
On y va. Elle est là-bas par rapport à Michael, de rencontrer Jeff et tout ça, ça me touche vachement, quoi, c'est bien. Enfin, j'y vais, quoi, depuis le temps que je parle du Texas et tout ça, j'en parle constamment, 24 heures sur 24 pratiquement. J'y vais enfin, quoi, c'est génial. Le Texas, au sud des États-Unis, est connu pour ses traditions ultra-conservatrices. Sur les 33 États américains appliquant encore la peine de mort, il détient le record du nombre d'exécutions. C'est ici, à Huntsville, qu'un détenu est exécuté chaque mois par injection létale. Dans ce cimetière reposent les condamnés dont le corps n'a pas été réclamé. En 30 ans, près de 500 détenus ont été exécutés. Soutenir et accompagner des condamnés à mort, même à des milliers de kilomètres, ce sont principalement des femmes qui font cette démarche singulière. Comme Stéphanie, elles sont une centaine chaque année à faire le voyage à la rencontre de leur ami du couloir de la mort. Mais normalement, elle n'est pas ouverte, la voiture. Ah, c'est ouvert. On est aux États-Unis, hein? Ouais. Ouais, la preuve, Texas, la voiture, elle est plus grande que moi. C'est énorme, voilà. Je vais toucher, je te jure, je vais toucher. Oh putain. Oh là, c'est gros. Après 11 heures de vol, Stéphanie a 1 heure de route pour Livingston, la ville du couloir de la mort. Là, pour moi, c'est la dernière ligne droite avant le vrai début du voyage. Ça fait quoi? Bien, ça fait du bien. Je suis contente d'être là. Sur mon poignet, j'ai fait tatouer Always Smile, donc avec l'écriture de Michael. C'est le meilleur antidépresseur que j'ai jamais pris de ma vie, en fait. C'est à chaque fois que j'ai un petit coup de blues ou quoi que ce soit, je regarde mon tatouage et ça rebooste les batteries, mais à une vitesse incroyable, quoi. Livingston est une petite ville de 5000 habitants. On y trouve des églises, quelques hôtels pour les gens de passage et les visiteurs de prisonniers. La prison fait vivre une grande partie de la région. Stéphanie se rend dans l'un des hôtels recommandés sur les blogs. Une adresse que l'on se repasse entre correspondantes européennes. Et une Française, seule à Livingston, ne surprend pas la manager de l'hôtel. Vous savez s'il y a des Européens à l'hôtel en ce moment? Oui, il y a une femme britannique qui est ici. Angleterre, Suisse, Norvège, Pays-Bas, l'hôtel compte une dizaine de clientes européennes fidèles. Vous avez souvent des étrangers qui viennent ici? Oui, souvent. À quelle fréquence? Ça dépend, quand ils font leur réservation, il n'y a pas de période particulière, malheureusement. Vous avez une moyenne? On a des étrangers toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je ne suis pas très sûre. Ce sont des clients qui viennent voir des personnes qui sont malheureusement en prison. C'est pour ça qu'ils viennent. La visite de Stéphanie à la prison est prévue dans 2 jours. Le jour venu, Stéphanie veut faire bonne impression. Et sa première inquiétude, c'est d'être refoulée à l'entrée de la prison. Vous mettez quoi dans le sac, Là, je mets un deuxième haut au cas où. Parce que ils disent qu'il faut éviter les hauts qui n'ont pas de manches. Donc comme les manches sont un peu courtes là, donc j'en prévois un deuxième au cas où s'ils me laissent pas rentrer. Avec les manches un peu plus longues qui arrivent jusqu'au coude. Bon ça, je tenterai même pas, quoi. Je tenterai pas du tout de la mettre. Les autorités imposent un code vestimentaire. Toute tenue qui pourrait exciter les prisonniers est interdite. Donc ça, par exemple, ça c'est négatif, quoi. Déjà, il n'y a pas de manches, donc on voit tout, on voit les épaules, on voit tout. Et puis, ouais, au niveau du genou, je pense que c'est un peu trop court.
Pour le maquillage aussi, Stéphanie fait dans la sobriété. Pour lui, c'est important de voir que elle a quand même pris le temps de se maquiller, de se coiffer. Puis ça va lui faire plaisir, voilà. Il m'a vu qu'en photo jusqu'à présent, donc là, il va me voir en vrai pour la première fois, donc autant donner quand même une bonne image, quoi. Ça va lui faire plaisir, je pense. Est-ce que là, vous allez voir un condamné à mort ou un ami? Là, je suis plus dans l'optique de voir un ami, en fait. Plus je m'approche, en fait, du moment, et plus je pars dans l'optique juste de voir Jeff, en fait. Voir un ami. Un ami qui peut mourir à tout moment. Ouais. Ouais, c'est ça. Un ami qui saura quand il va mourir exactement, je saurai le jour et l'heure à laquelle il va mourir, quand la date tombera. Mais comme il m'a dit, il ne faut pas y penser à ça. 2 visites de 4 heures sont prévues cette semaine. Ce seront peut-être les seules et uniques rencontres entre Stéphanie et Jeff. Jeff et 286 autres condamnés à mort attendent ici, à l'Allenby Polonsky Unit, la prison la plus sécurisée du Texas. Pour ne pas semer le trouble au parloir, les autorités ne nous ont pas autorisés à accompagner Stéphanie durant sa visite. Mais nous avons tout de même pu interviewer Jeff sans Stéphanie. Comme 2 autres journalistes, nous sommes convoqués le mercredi, la journée des visites médias. Chacun son condamné, chacun son box. Nous attendons Jeff. Il va arriver par là. C'est un géant d'1,90 m qui entre dans cet espace d'1 mètre carré. Séparés par une vitre épaisse, nous communiquons par téléphone. Les gardes ne lui retirent ses menottes qu'une fois la porte verrouillée. Jeff Wood, 39 ans, est condamné pour complicité du meurtre d'un employé de station-service. Au Texas, même sans avoir appuyé sur la gâchette, la peine de mort peut être prononcée. Jamais condamné pour le moindre délit, Jeff espère une révision de son procès pour être mis hors de cause. Je m'appelle Jeff Wood. Je suis ici pour complicité de meurtre. J'étais arrêté dans la nuit du 29 décembre 1995. Mon inculpation a été prononcée le 1er janvier 1996. Ça fait 16 ans que je suis ici, bientôt 17. 16 ans qu'il attend sa date d'exécution, 16 ans dans le couloir de la mort. Ils nous réveillent à 6 heures du matin, tous les matins. Ils servent le déjeuner entre 10h et 10h30. Et le reste de la journée, je suis dans ma cellule et je fais pas grand-chose. Entre 15h et 16h30, c'est l'heure du dîner. À 3h du matin, ils nous servent le petit déjeuner. Après, je vais me recoucher vers 4h jusqu'à ce qu'ils me réveillent. Et la journée recommence. C'est la même chose tous les jours. Tous les jours. Le couloir de la mort, le voici. Jeff vit 23 heures sur 24 dans une cellule comme celle-ci, d'à peine 6 mètres carrés. Un banc en métal fait office de lit. La seule ouverture sur l'extérieur, c'est cette petite meurtrière. Ni télévision, ni Internet. En cellule, les seules occupations autorisées sont la radio, l'écriture et la lecture. Les lettres de Stéphanie sont l'un des rares moyens d'évasion pour Jeff. Ça m'aide parce que ça me donne quelque chose à faire. J'aime aider les gens, écouter leurs problèmes, leurs bons moments. J'aime leur poser des questions, et c'est pas juste parce qu'ils m'aident en m'envoyant des magazines, des livres ou de l'argent. Quand une femme m'écrit, ça montre qu'elle s'intéresse à moi. Parce que la famille, quand t'es ici, elle te laisse tomber. Stéphanie m'écrit beaucoup plus que ma famille. Depuis que je suis ici, ma famille m'a envoyé 3 cartes d'anniversaire. 3 en 16 ans. Si quelqu'un s'ouvre à moi, comme Stéphanie, et partage son quotidien, ça me rend heureux. Ça me donne une raison de me lever le matin. Jeff et les autres condamnés reçoivent des centaines de lettres de soutien de femmes du monde entier. Avec certaines, des liens d'amitié se tissent, et parfois, un amour naît. Sur le poignet de Jeff, le nom d'une femme est tatoué. J'étais marié il y a 7 ans et demi, avec une Norvégienne.
Avant Stéphanie, c'est Christine, 27 ans, qui lui écrivait de Norvège. On était très amis, et puis je suis tombé amoureux d'elle. Et un jour, elle m'a dit, pourquoi ne pas se marier? Je lui ai dit, écoute, t'es intelligente, t'es jolie, pourquoi veux-tu te marier avec moi? Je peux pas te satisfaire, te donner du plaisir, je peux rien faire d'ici. Et elle m'a répondu, je n'ai pas besoin de ça. Un amour totalement platonique que la jeune femme n'a pas assumé. Après 3 ans de mariage, elle a demandé le divorce. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je lui ai dit, tu es comme un papillon. Je t'ai eu, je dois maintenant te relâcher. Et si tu dois revenir, tu reviendras. L'espoir de Jeff aujourd'hui, que sa peine de mort soit commuée en prison à vie, hors des quartiers de haute sécurité. Les gens ici, voilà ce que je leur dis. Soit vous me laissez sortir, soit vous m'exécutez. Faites ce que vous avez à faire depuis plus de 16 ans. Vous pourriez à nouveau tomber amoureux? Non. Non, je me l'interdirais. Je peux pas. Sauf si je retourne dans une prison normale, que je suis libéré. Là, je pourrais avoir un contact physique. La serrer dans mes bras, l'embrasser. Dans ces conditions, peut-être, oui. L'heure d'interview s'est écoulée. Aurore, faut y aller là. Ah ok, je dois y aller. À la fin de notre entretien, le regard de Jeff est un peu perdu. Ces moments d'échange sont rares. L'histoire d'amour entre Jeff et Christine n'est pas un cas à part. Nous nous rendons à la préfecture où sont enregistrés les actes de mariage, accompagnés d'une journaliste locale. Une employée de l'administration sort pour nous la liste des mariages avec des prisonniers. Là, je suis remontée jusqu'à 2007. Il y a eu entre 40 et 50 mariages. Vous pensez que c'est un chiffre important? Eh bien, oui. Je travaille ici depuis 7 ans. Avant, je ne savais même pas que ça existait, que l'on pouvait faire ça. Sur les 5 dernières années, une vingtaine de ces actes de mariage concernent des condamnés à mort. Si le numéro de matricule commence par un 9, ça veut dire que c'est un condamné à mort. Comme ici, par exemple. Ce qui surprend d'autant plus dans la région, c'est le pays d'origine des épouses. Tiens, celui-là, il s'est marié avec une Allemande. Et là, c'est une Canadienne. On a des femmes de Hollande, Allemagne, France, Angleterre. L'une des dernières unions qui a fait parler à Livingston est celle d'une Canadienne avec un détenu condamné pour le meurtre d'un policier le jour de Noël. C'est très surprenant. Cette femme a épousé le condamné le jour même de son exécution. J'ai toujours trouvé ça assez inhabituel, mais là, c'était vraiment choquant. Nous avons rencontré l'une de ces femmes, une Américaine. Elle est même venue vivre à Livingston pour être près de son mari, condamné à mort. Babette, 48 ans, a épousé Hannibal Canales l'année dernière. Ça, ce sont des photos de Andy quand on s'est rencontrés la première fois. J'étais terrorisée quand je suis allée là-bas. Je n'avais jamais vu ni même parlé à un prisonnier avant. Hannibal est condamné à mort pour le meurtre d'un autre détenu alors qu'il était en prison. Vol, agression, son passé judiciaire est lourd. Babette est sa seule famille. C'est le contact le plus proche que l'on puisse avoir. Le plus proche? Le plus proche, oui, pour le moment. Vous ne l'avez jamais touché? Non, jamais. Je ne l'ai jamais touché, jamais embrassé, autrement qu'à travers la vitre. Notre relation, c'est ça pour le moment. On profite de tout, de chaque seconde passée ensemble. Rien n'est acquis. Je ne sais pas s'il sera là pour toujours. On doit vivre chaque jour, comme si c'était le dernier. Il y a 3 ans, cette Texane engagée contre la peine de mort était loin d'imaginer une telle histoire d'amour. Babette avait seulement envie d'aider un condamné qui clame son innocence. Andy m'écrit beaucoup. Des cartes adorables, des poèmes. Bon, il n'est pas très bon en poésie, mais j'adore ça. Mère de 2 grands-enfants, divorcée 2 fois, Babette n'échangerait pour rien au monde sa vie de couple actuelle. De sa cellule,
Hannibal est l'homme le plus attentionné qu'elle n'ait jamais rencontré. Je crois que mes sentiments ont évolué quand j'ai reçu une lettre où il me disait « Comment était la journée? Comment te sens-tu? Si seulement j'étais là, on pourrait se faire un petit dîner. » Et là, je me suis dit « Mon Dieu, mais j'adore cet homme, il est formidable. C'était bien. » Depuis ce jour, rien qu'en le regardant, parfois je suis très émue. C'est juste que je suis bénie. Bénie. Directrice d'une supérette, Babette n'a pas d'autre vie sociale. Toute son existence tourne autour de ses visites à la prison. Sa vie de couple choque à Livingston. Les gens pensent que je suis pas quelqu'un de bien parce que j'ai choisi cette vie. J'ai pas choisi cette vie. On ne décide pas de qui on tombe amoureux. J'ai de la chance. Vous pensez que vous avez quelque chose qui ne tourne pas rond? Non. Enfin, peut-être que si. Mais vous savez quoi? Moi, ça me va. Seule sa famille accepte sa façon de vivre. Kerry, sa fille de 28 ans, se pose tout de même des questions. Ce qui m'inquiète, c'est qu'Andy est dans le couloir de la mort et il risque très certainement d'y mourir. Que deviendra ma mère quand ce jour arrivera? Hannibal Canales devrait connaître sa date d'exécution avant Noël. La première visite de Stéphanie à la prison vient de se terminer. Elle a passé 4 heures avec Jeff. Et elle ne part pas les mains vides. Super visite. Jeff était de très bonne humeur, moi aussi. On a rigolé, on a bien discuté. Vivement demain que j'y retourne. Puis c'est passé en un éclair, quoi. Les 4 heures, on ne va pas passer, quoi. On va se garer là. Stéphanie est heureuse, mais épuisée. Pause déjeuner dans un coffee shop. Elle est impatiente de découvrir les cadeaux de Jeff. L'idée, c'est que... Ah ouais, quand même, hein. Un dessin signé Jeff Wood. Une Française qui s'arrête dans un petit café à Livingston, ça intrigue la serveuse. Je suis allée voir un ami à la Polonsky Unit. Vous êtes venu de France, de si loin, pour aller le voir? Oh là, il doit en valoir la peine. J'ai complètement occulté le côté peine de mort, couloir de la mort, condamnation à mort. Je suis arrivée, dès que j'ai vu Jeff, en fait, c'est comme si, voilà, il n'y avait plus que nous, il n'y avait plus rien autour de nous, et on discutait comme 2 amis, en fait, qui discutaient ensemble. Tout de suite, on s'est vraiment mis... comme ça, c'était quitté la veille, en fait. C'était assez bizarre comme sentiment, ouais. Alors que c'est la première fois qu'on se voyait, quoi. La nuit tombe à Livingston. La visite dans le couloir de la mort a été riche en émotions. Ce soir, Stéphanie ressent le besoin de décompresser. Elle retrouve Tania, une correspondante venue de Suisse. Country ou latino? On va faire un peu cowboy. Elles vont faire la fête dans un bar de la ville. Pour Tania aussi, c'était le premier rendez-vous avec un condamné à mort. Je m'attendais à quelque chose de plus pesant, presque plus lourd. En fait, pas du tout, quoi. C'est le cirque là-bas dedans. Ah bah oui, hein, tout le monde rigole. Tout le monde... Mariée, 2 enfants, Tania souhaitait vivre cette expérience sans sa famille. Eux se parlent entre eux. Tout... Oui, parce qu'au moment, je parle avec Jeff et d'un coup, il se met à crier. Je me dis, mais tu parles à qui là? Attends, il y a mon pote là-bas qui parle. Bah, vas-y, quoi. Ça fait quoi de le voir en vrai pour la première fois? Genre, quand ils ont ouvert la porte, tu l'as vu arriver. Mais c'est bizarre, c'est... Ouais, tu passes en fait tout le cadre des salutations, tu passes un peu
T'as tout un truc superficiel qu'il n'y a pas, quoi. Il s'assied, puis tu commences à discuter presque où tu t'es arrêté dans la lettre. Mais c'est exactement la même situation que j'ai eue, moi. Ouais. On a fait toutes les deux notre première visite cette semaine. On se retrouve là. Donc, on en parle, quoi, c'est obligatoire. On a peu de gens à qui parler de ça. C'est vraiment un sujet où on ne peut pas vraiment en parler autour de nous. Donc c'est presque... C'est super d'avoir quelqu'un qui comprend ce qu'on dit, qui interprète pas ce qu'on dit, qui comprend ça dans vraiment toutes ses dimensions. Elle comprend, si je lui dis, bah voilà, c'est dur parce que j'ai vu ça ou ça, elle comprend la charge émotionnelle. Ce soir, c'est Ladies' Night. Consommation gratuite pour les filles. Stéphanie et Tania ont envie de se vider la tête. Vous venez d'où? Je viens de Suisse. En Europe? Comment vous avez pu arriver dans ce bar? C'est bien la question que je me pose. Non, sans rire, je suis venue voir un copain. Les deux jeunes femmes préfèrent ne pas préciser quel genre de copain. Il comprendrait pas. Non. Là, on est là pour s'amuser maintenant. On passe à du léger. On fait le lourd le matin, le léger le soir. Voilà, là, c'est pas léger, là. Dernière soirée à Livingston pour Stéphanie. Reste une étape importante avant le retour. Le lendemain, elle se rend à Huntsville, là où ont lieu toutes les exécutions du Texas. Elle emprunte la même route que les condamnés à mort, le même chemin que Michael Perry. En fait, c'est assez perturbant de passer ici, quoi. On pourrait dire, waouh, à quel point sympa, on pourrait venir un week-end ici, faire du bateau, quoi. Et puis quand on sait qu'en fait, ben voilà, c'est les dernières choses que les condamnés à mort voient, c'est la dernière route qu'ils prennent. C'est une ligne droite d'une 30aine de miles, donc c'est assez long quand même. Ça change un peu l'opinion, quoi, sur le décor. Derrière ces murs, la chambre d'exécution pour l'injection létale. C'est la dernière étape du pèlerinage de Stéphanie. C'est quand même un grand pas qui a été fait là. Mais la mort de Michael me fera toujours autant de mal de toute façon. J'ai Michael. C'est une toute petite photo en fait que je garde. Vous ne pensez pas que toute cette histoire vous empêche de faire votre vie à vous? Non, parce que ma vie je l'ai, hein, j'ai une vie. Hein. C'est vrai que voilà, qu'en dehors du boulot, à part quelques sorties de temps en temps et les vacances, mon temps libre, il est principalement consacré à lutter contre la peine de mort et à aider Jeff et d'autres détenus indirectement. Mais si demain je rencontre quelqu'un, c'est sûr que je m'arrêterai pas, mais je laisserai de la place pour la personne, ça c'est sûr. Stéphanie sait qu'elle reviendra au Texas.